Vous avez probablement déjà vu cette photographie. Une petite cabane de bois accrochée à la paroi presque verticale d'une montagne à près de 3000 mètres d'altitude, sans aucun sentier visible pour expliquer comment quelqu'un a pu la construire. L'histoire qui circule sur Internet raconte que des soldats italiens ont érigé cet abri pendant la Première Guerre mondiale et qu'il est resté exactement tel quel depuis lors. Mais cette histoire n'est pas exactement telle qu'elle paraît. La vérité est encore plus surprenante que la légende. Tout au long de cette vidéo, vous découvrirez un barrage si gigantesque que la quantité d'eau qui y est stockée modifie, même de façon imperceptible pour nous, la répartition de la masse de la Terre. Vous découvrirez un château construit à l'entrée d'une grotte, une passerelle d'à peine plus de 60 cm de large suspendue au-dessus d'une vallée entière, et un pont dont la construction n'a commencé que parce que les ingénieurs ont décidé de lancer une fusée d'un bout à l'autre d'un défilé. Retenez cette fusée. Elle revient plus loin, et la réponse est plus étrange qu'il n'y paraît. Toutes les constructions de cette liste ont un point commun. Elles ont été érigées dans des endroits où, à première vue, construire semblait impossible. Certaines n'ont existé que grâce à des hélicoptères, des équipements modernes et des calculs informatisés. D'autres sont nées bien avant cela, quand leurs constructeurs ne disposaient que de cordes, de pierres, d'outils simples et d'une détermination extraordinaire. La petite cabane de la photographie existe réellement. Elle s'appelle Bivacco Buffa di Perero. Elle est installée sur la paroi rocheuse du mont Cristallo, dans les Dolomites italiennes, à environ 2760 mètres d'altitude, dans la région de la Forcella Padeone, au-dessus de Cortina d'Ampezzo. Et il existe un détail que presque personne ne connaît. La partie la plus célèbre de l'histoire est vraie. Pendant la Première Guerre mondiale, ces montagnes faisaient partie de la ligne de front entre Italiens et Austro-Hongrois. Les soldats alpins ont réellement construit des abris dans cet environnement extrême et ont passé des mois à vivre entre neige, glace et falaises, tout en se disputant chaque mètre des montagnes. Seulement, l'abri visible sur les photographies actuelles n'est pas resté intact depuis la guerre. Après des décennies à affronter la neige, la glace et les tempêtes, son toit a fini par céder sous le poids accumulé pendant les hivers. Pendant environ 2 ans, la construction est restée inutilisable. Les images qui circulent aujourd'hui sur Internet montrent en réalité l'abri après sa reconstruction achevée en 2022. Les travaux ont été réalisés par le 6e régiment alpin de l'armée italienne avec des équipes spécialisées dans les travaux en haute montagne. Tout le bois, les outils et les équipements ont dû être transportés par hélicoptère. Quand les travaux ont commencé, il n'existait pratiquement pas de plancher intérieur utilisable et le climat ne laissait aucune marge d'erreur. À cette altitude, la période de beau temps ne dure que quelques semaines et peut basculer d'un jour à l'autre. Malgré cela, tous les travaux ont été achevés en environ 2 semaines. L'homme qui a donné son nom à l'abri n'y a jamais vécu. Carlo Buffa di Perero était lieutenant-colonel des Alpini italiens. En octobre 1915, pendant les combats sur le mont Cristallo, 2 équipes ont reçu la mission d'attaquer une position ennemie située sur une étroite crête de glace. Les 2 tentatives se sont terminées par un désastre. Tous les soldats sont morts ou ont été grièvement blessés. C'est alors que Buffa di Perero a personnellement pris le commandement d'un 3e assaut. Bien qu'atteint 2 fois pendant l'avancée, il a réussi à survivre à la bataille de ce jour-là. Sa chance, cependant, s'est arrêtée l'année suivante. Alors qu'il combattait sur un autre front, il est mort, frappé par l'explosion d'une grenade. Aujourd'hui, il n'existe que 2 façons d'atteindre cet abri. La première consiste à parcourir la célèbre Via Ferrata Ivano di Bona, considérée comme l'une des routes alpines les plus spectaculaires de la région. La seconde est l'hélicoptère. Si cette petite construction impressionne par son emplacement, la suivante est tout l'opposé. Elle est si gigantesque que des chercheurs ont calculé ses effets sur la planète elle-même.
Si toute l'eau retenue derrière cette muraille de béton s'échappait de façon incontrôlée, le plus grand problème ne serait pas le barrage. Ce seraient les millions de personnes qui vivent le long du fleuve Yangtze. Le barrage des Trois Gorges mesure plus de 2 km de long et environ 185 mètres de haut. Derrière lui se trouve un réservoir capable de stocker des dizaines de milliards de mètres cubes d'eau, exerçant une pression permanente sur toute la structure. Selon des calculs publiés par des chercheurs de la NASA, concentrer un volume aussi gigantesque d'eau en un seul point modifie, de façon mesurable, la répartition de la masse de la Terre. L'effet est extrêmement faible. Personne ne pourra percevoir cette différence et aucune horloge ordinaire ne sera capable de l'enregistrer. Il existe néanmoins, et peut être calculé, une augmentation d'une fraction de microseconde de la durée du jour et un déplacement d'environ 2 cm de l'axe de rotation de la Terre. Outre le contrôle du débit du plus grand fleuve de Chine, le barrage des Trois Gorges abrite la plus grande centrale hydroélectrique du monde en capacité installée. Là, l'ingénierie a triomphé par l'échelle. Le défi suivant a été résolu de manière totalement opposée. Au lieu d'ériger une structure gigantesque, il a fallu ouvrir un étroit passage dans la paroi d'une falaise. Aujourd'hui, des millions de touristes visitent cet endroit chaque année, mais il n'a jamais été construit pour recevoir des visiteurs. Le Caminito del Rey est né au début du XXe siècle pour permettre à des ouvriers de traverser le défilé d'El Chorro entre 2 centrales hydroélectriques installées de part et d'autre du canyon. Ce n'était qu'un chemin de service, rien de plus. Le tronçon le plus célèbre longe la paroi de la falaise sur environ 100 mètres, suspendu très haut au-dessus de la rivière. À certains endroits, le passage mesure à peine plus d'1 mètre de large, plus étroit qu'un couloir d'appartement ordinaire. D'un côté la roche, de l'autre un immense précipice. La structure originale était soutenue par des poutres métalliques fixées directement dans la paroi du canyon. Au fil des décennies, le béton a commencé à se détériorer. Des sections entières se sont effondrées. Pendant des années, il n'était resté que des poutres métalliques exposées au-dessus du vide, et l'endroit a fini par être interdit d'accès car trop dangereux. Plus tard, une nouvelle passerelle a été construite au-dessus de l'ancienne. Aujourd'hui encore, celui qui traverse le Caminito peut regarder en bas et apercevoir une partie de la structure originale, toujours fixée à la montagne. C'est comme marcher sur l'histoire même de l'ouvrage. Les ouvriers traversaient ce défilé tous les jours parce que c'était tout simplement le chemin pour se rendre au travail. Le lieu suivant a été choisi justement pour que presque personne ne puisse y accéder. Au centre de la Grèce, de gigantesques piliers de grès s'élèvent au-dessus de la plaine comme s'ils défiaient la nature elle-même. Certains dépassent 300 mètres de hauteur. Au sommet de ces colonnes naturelles se trouvent des monastères. La question surgit immédiatement. Comment quelqu'un a-t-il pu construire là-haut? La réponse commence au XIVe siècle. Les premiers moines sont arrivés dans la région en fuyant les guerres et les invasions constantes qui menaçaient le territoire. Ils ne cherchaient pas une vue privilégiée. Ils cherchaient un endroit qu'aucune armée ne pourrait atteindre. À cette époque, il n'existait ni escalier taillé dans la roche ni pont. L'accès se faisait au moyen d'échafaudages improvisés, de cordes et d'immenses filets suspendus par des grues manuelles actionnées à l'aide de treuils. Celui qui montait était littéralement hissé jusqu'au sommet. Pendant des siècles, les visiteurs ont répété la même question. Quand changez-vous ces cordes? La réponse est devenue célèbre. Quand elles se rompent. Mais atteindre le sommet n'était que le premier défi. Au sommet de ces piliers, il n'existait pratiquement ni espace, ni eau, ni sol fertile. Chaque pierre, chaque planche et chaque outil devaient monter dans les mêmes filets utilisés par les moines. Chaque mètre disponible a été exploité. Des terrasses ont été construites au bord des précipices. De petits balcons avançaient au-dessus du vide. Des citernes creusées dans la roche se sont mises à stocker l'eau de pluie. Tout ce qui ne pouvait pas être produit là-haut devait continuer à venir de la vallée. À son apogée, plus de 25 monastères occupaient un de ces piliers. Aujourd'hui, seuls 6 restent actifs. Les escaliers actuels ne sont apparus qu'au XXe siècle. Malgré cela, les anciens systèmes de câbles continuent d'être utilisés
pour transporter matériaux et provisions. Météore n'a jamais été construit pour impressionner les visiteurs. Il a été construit pour rendre ses habitants pratiquement inaccessibles. Les moines sont montés pour fuir le monde. Le lieu suivant fait exactement le contraire. Il a été créé pour que des milliers de personnes contemplent le vide en face. Au sommet de l'aiguille du Midi, dans les Alpes françaises, se trouve une petite structure qui défie même ceux qui sont déjà habitués aux grandes hauteurs. À première vue, cela ressemble à une simple boîte de verre projetée hors de la montagne. Mais il suffit de faire quelques pas pour comprendre pourquoi elle est devenue l'une des attractions les plus impressionnantes des Alpes. Le sol est transparent, le plafond aussi. 3 des 4 parois sont entièrement faites de verre. Entre le visiteur et le vide, il n'y a que quelques centimètres de matériaux hautement résistants. La structure est installée à environ 3840 mètres d'altitude, face au massif du Mont Blanc. Juste en dessous, le terrain plonge sur plus de 1000 mètres. Aucun pilier ne soutient l'extrémité de la plateforme. Toute la structure repose sur une armature métallique ancrée directement dans la roche. Les panneaux de verre ont été conçus pour résister à des vents supérieurs à 200 km/h, ainsi qu'aux variations extrêmes de température enregistrées tout au long de l'année. Il existe encore un détail curieux. Avant d'entrer, tous les visiteurs doivent enfiler des protections en tissu sur leurs chaussures. Le but n'est pas seulement de garder le verre propre, c'est d'éviter de petites rayures susceptibles de compromettre à la fois l'expérience visuelle et les inspections périodiques réalisées sur la structure. Depuis son inauguration, en 2013, ce belvédère est devenu l'une des attractions les plus photographiées de France. Là, le verre existe pour faire disparaître toute barrière entre le visiteur et la montagne. Un belvédère a été fait pour exposer le paysage. La construction suivante a utilisé la montagne comme arme de défense. Peu de châteaux médiévaux ont aussi bien exploité la géographie que le château de Predjama. Dans l'actuelle Slovénie, il a été construit directement à l'entrée d'une immense grotte naturelle. Derrière la forteresse s'élève une paroi rocheuse de plus de 120 mètres de haut. Devant, il n'y a que la falaise. La façade est la seule partie totalement visible. Tout le reste de la construction s'enfonce à l'intérieur de la montagne. Cet emplacement offrait un avantage extraordinaire. Attaquer le château par les côtés ou par l'arrière était pratiquement impossible. Mais le plus grand secret restait caché. À l'arrière de la forteresse se trouve un complexe système de grottes qui traverse la montagne sur plusieurs kilomètres. Pendant les sièges prolongés, nourriture, armes et provisions continuaient d'arriver par ces passages, tandis que les ennemis croyaient le château complètement isolé. C'est justement cette caractéristique qui a donné naissance à l'histoire la plus célèbre de Predjama. On raconte qu'un ancien seigneur du château a résisté pendant des mois à un siège et provoquait les assaillants en jetant des aliments frais par-dessus les murailles, démontrant que ses réserves restaient intactes. Les archives confirment que le siège a réellement eu lieu. Quant aux détails de ce récit, ils ont été amplifiés au fil des siècles par la tradition populaire. Indépendamment de la légende, une chose est certaine, les constructeurs ont compris que la montagne faisait déjà la moitié du travail. À Predjama, la nature elle-même faisait partie des murailles. Mais il existe un refuge alpin, où il n'y avait même pas assez d'espace pour construire. La cabane du Berthold occupe un petit affleurement rocheux dans les Alpes suisses. Le terrain disponible est si réduit que s'étendre latéralement n'a jamais été une option. La seule alternative était de construire en hauteur. 4 étages ont été érigés sur une base de la taille d'un salon. Presque tous les murs se terminent directement au-dessus du précipice. Atteindre l'entrée fait aussi partie du défi. Les visiteurs doivent gravir des volets successifs d'escaliers métalliques fixés à la montagne elle-même, sans grande plateforme pour se reposer. Rien que des marches, de la roche et des centaines de mètres de vide. À l'intérieur, l'abri peut accueillir environ 80 alpinistes. Et cela explique pourquoi il existe. La cabane du Berthold occupe l'un des principaux points d'appui des itinéraires alpins de la région. Dans un environnement où des tempêtes peuvent surgir en quelques minutes,
Un abri comme celui-ci peut représenter la différence entre poursuivre le voyage ou ne pas survivre à la nuit. Construire dans ce petit espace était bien plus viable que de laisser toute la région sans point d'appui. Jusqu'à présent, nous avons vu des constructions appuyées sur des rochers, du béton et des montagnes. La suivante a transformé des arbres vivants en structure même de l'ouvrage. À l'intérieur du parc national de Kakoum, au Ghana, se trouve une passerelle suspendue différente de toutes les autres. Elle n'est fixée à aucun pilier de béton. Ce sont des arbres centenaires qui soutiennent toute la structure. Les énormes troncs servent de point d'ancrage aux câbles d'acier qui maintiennent la passerelle suspendue entre les cimes. Le parcours mesure environ 350 mètres de long, répartis en 7 tronçons surélevés qui atteignent environ 40 mètres au-dessus du sol. À certains endroits, le passage mesure à peine plus de 30 cm de large. Le sol est constitué de planches de bois, tandis que des filets latéraux et des câbles d'acier accompagnent tout le trajet. Mais ce qui rend vraiment cette structure unique, c'est le fait que sa base est vivante. Quand le vent agite les arbres, toute la passerelle bouge avec eux. Chaque pas provoque une légère oscillation. Chaque rafale parcourt les câbles et fait osciller doucement la structure, rappelant aux visiteurs qu'elle est fixée à des arbres qui continuent de pousser encore aujourd'hui. Même après plus de 2 décennies de fonctionnement, la passerelle de Kakoum reste l'une des attractions les plus connues d'Afrique de l'Ouest. Si marcher sur des arbres semble déjà difficile, imaginez traverser près d'un demi-kilomètre de vide sur une bande métallique plus étroite que vos 2 pieds côte à côte. C'est le pont suspendu Charles Koenen, dans les Alpes suisses. Il mesure 494 mètres de long et seulement 65 cm de large, suspendu au-dessus d'une dénivellation d'environ 85 mètres. Le plancher métallique en forme de grille permet d'apercevoir la vallée pendant toute la traversée. Toute la stabilité dépend de câbles d'acier à haute résistance et d'amortisseurs développés pour réduire les oscillations causées par les vents alpins. L'histoire de ce pont est aussi intéressante que son apparence. Avant lui, une autre traversée existait au même endroit. Un important glissement de terrain a complètement détruit la structure précédente. Les ingénieurs auraient pu simplement la reconstruire. Ils ont préféré changer complètement de projet. Le nouveau pont a été installé à une position plus haute et plus sûre, réduisant considérablement le risque de nouveaux glissements de terrain. L'ensemble des travaux a été achevé en environ 10 semaines, près d'un demi-kilomètre de longueur, sans aucun appui intermédiaire, le tout soutenu par une structure plus étroite que les épaules de la plupart des gens. Là, l'ingénierie n'a pas cherché à vaincre la montagne. Elle a préféré s'y adapter. Il existe cependant un fleuve capable de défier même les plus grandes œuvres d'ingénierie. En Chine, le fleuve Jaune transporte l'une des plus grandes quantités de sédiments de la planète. Au fil des ans, sable et boue s'accumulent lentement au fond des réservoirs. Sans entretien constant, tout barrage construit là perdrait sa capacité de stockage. C'est pour affronter ce problème qu'est né le barrage de Xiaolangdi. Outre le contrôle des crues et la production d'énergie, il remplit une fonction peu connue. Chaque année, d'énormes vannes situées sous la surface sont ouvertes pour libérer de gigantesques volumes d'eau à très haute pression. Cette décharge entraîne des millions de tonnes de sédiments vers le cours naturel du fleuve. Des colonnes d'eau boueuse jaillissent avec une force énorme, tandis que des tourbillons emportent la boue et le sable en aval. Depuis 2002, cette procédure fait partie de l'exploitation annuelle du barrage. Tandis que Xiaolangdi utilise la force de l'eau pour préserver sa propre capacité, la construction suivante reste isolée en pleine mer, résistant aux tempêtes depuis plus d'1 siècle. Dans la mer Égée se trouve un petit bloc de roche complètement séparé de la côte. On y a construit l'un des phares les plus insolites du monde, le phare de Tourlitis. L'espace disponible est minime, de la taille d'une pièce de maison. Pendant la majeure partie de l'année, la mer empêche toute approche sûre. Même les travaux d'entretien dépendent des conditions exactes des vagues. Le premier phare a été construit à la fin du XIXe siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été complètement détruit. Des décennies plus tard, en 1994, il a été reconstruit exactement au même endroit. Même après sa destruction,
Personne n'a trouvé un meilleur point pour orienter les embarcations de cette région. Certaines constructions impressionnent par leur isolement. D'autres ont transformé le chemin d'accès lui-même en arme de défense. C'est exactement ce qui se passe dans la forteresse suivante. Peu de châteaux ont aussi bien exploité la géographie que le château de Oschosterwitz, en Autriche. Érigé sur une formation rocheuse d'environ 160 mètres de haut, il domine complètement le paysage environnant. Vu de loin, atteindre le sommet paraît simple. Dans la pratique, c'est tout le contraire. Il n'existe qu'un seul chemin vers la forteresse. Le long de ce parcours sont répartis 14 portails fortifiés, positionnés stratégiquement pour transformer la montée en un énorme obstacle. Certains surgissent juste après des virages serrés, rendant difficile l'usage de béliers. D'autres occupent des tronçons si étroits qu'ils empêchaient de toute avancée organisée. Il existe même des portails installés sur des rampes escarpées, obligeant les envahisseurs à combattre tout en montant. Le véritable secret n'a jamais résidé dans un seul portail. Il résidait dans leur enchaînement. Même si une armée franchissait la première barrière, elle trouvait immédiatement la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, toujours épuisée, toujours exposée aux défenseurs positionnés au-dessus. Au fil de son histoire, Oschosterwitz est devenu célèbre pour n'avoir jamais été pris par une attaque frontale. Là, la route faisait partie intégrante de la forteresse. Gardez cette idée du chemin comme arme, car elle revient bientôt d'une façon que personne n'attend. Avant cela, il existe un endroit où quelques pas suffisent à placer n'importe qui face à un précipice. Dans les montagnes du Dachstein, en Autriche, un petit escalier métallique conduit à l'une des plateformes les plus impressionnantes d'Europe, l'escalier vers le néant. Le nom décrit exactement ce que le visiteur y trouve. Ce ne sont que 14 marches qui avancent au-delà du bord de la montagne jusqu'à une plateforme de verre entièrement suspendue au-dessus du vide, à environ 400 mètres de hauteur. La structure est installée à environ 2700 mètres d'altitude, où neige, glace et vent fort font partie du quotidien pendant une bonne partie de l'année. Même dans ces conditions, la plateforme reste stable, car toute la structure est profondément ancrée à l'intérieur de la montagne. Aucun pilier ne soutient son extrémité. Chaque année, des milliers de visiteurs descendent ces quelques marches pour vivre la sensation de marcher au-delà de la limite de la montagne elle-même. Mais il y a eu un endroit où les ingénieurs ont affronté un problème bien plus grand. Ils ne parvenaient même pas à faire passer le premier câble de l'autre côté de la vallée. Pendant la construction du pont de la rivière Sidu, dans la province chinoise du Hubei, le plus grand défi n'était pas d'ériger le pont. C'était de trouver comment commencer les travaux. Le défilé était trop profond. Les grues n'atteignaient pas l'autre côté. La rivière, des centaines de mètres plus bas, rendait impossible tout appui. Même les hélicoptères présentaient des risques à cause des vents constants. Pendant un certain temps, aucune solution ne semblait viable, jusqu'à ce que surgisse une idée improbable. Vous vous souvenez de la fusée que nous avons promise au début? C'était exactement ici. Les ingénieurs ont attaché une ligne extrêmement légère à une fusée et l'ont lancée au-dessus du défilé. Quand la ligne a atteint la rive opposée, elle a permis de tirer un câble plus résistant. Puis, un autre. Puis, un autre encore plus grand. Chaque câble servait à transporter le suivant, jusqu'à ce que les énormes câbles principaux soient enfin installés. L'un des ponts suspendus les plus hauts de la planète a commencé par un simple fil lancé par une fusée. Aujourd'hui, la chaussée du pont de la rivière Sidu reste suspendue à près de 500 mètres au-dessus de la rivière, sans aucun appui au fond de la vallée. Depuis son inauguration, en 2009, il reste parmi les plus grandes réalisations de l'ingénierie des ponts suspendus. Nous avons vu des ouvrages érigés sur des montagnes, des falaises, des rivières et des vallées. Le suivant semble défier une autre logique. Il a été construit pratiquement encastré dans la montagne elle-même. L'auberge Escher occupe une étroite saillie naturelle dans les montagnes de l'Alpstein, en Suisse. Derrière elle, il n'y a qu'une immense paroi de roche. Devant,
le terrain disparaît en direction de la vallée. Plutôt que de modifier le paysage, ces constructeurs ont décidé de tirer parti de ce que la nature offrait déjà. Une grande partie de l'auberge reste protégée sous une gigantesque saillie rocheuse qui fait office de toit naturel, réduisant les effets de la neige, de la pluie et même de la chute de petites pierres. Y arriver fait aussi partie de l'expérience. Il n'existe aucune route. Le voyage commence par un téléphérique et se poursuit par un sentier qui traverse les grottes de Wildkirchli avant d'atteindre l'auberge. Le parcours dure environ 20 minutes, sans raccourci. À Escher, la marche fait partie de l'expérience. La nature n'offre pas toujours une plateforme prête à construire. Parfois, la seule alternative est de fixer la structure elle-même directement sur la paroi de la montagne. Plus de 500 marches longent presque à la verticale la paroi d'une falaise. Ce sont les impressionnantes passerelles de Monfalco, dans la région d'Aragon, en Espagne. Le parcours est constitué de longs escaliers métalliques fixés directement dans la roche. À de nombreux endroits, les marches restent suspendues des dizaines de mètres au-dessus des eaux du réservoir. La largeur suffit tout juste au passage des piétons, obligeant de nombreux visiteurs à attendre lorsque quelqu'un vient en sens inverse. Toute la structure est fixée à la montagne par des poutres métalliques profondément ancrées dans la roche, tandis que des câbles d'acier accompagnent pratiquement tout le trajet. La raison de sa construction est aussi intéressante que le paysage lui-même. Avant la formation du réservoir, un ancien chemin reliait Monfalco au défilé de Mont-Rebei. Quand l'eau a inondé le tracé original, deux possibilités sont apparues: creuser des tunnels à travers la montagne ou fixer un escalier directement sur la paroi de la falaise. La seconde option paraissait bien plus audacieuse. C'est justement celle que les ingénieurs ont choisie. Toutes les constructions vues jusqu'ici étaient entourées de montagnes, de forêts ou de mers. La suivante se trouve en plein centre-ville, et c'est peut-être la seule où presque rien ne sépare le visiteur du vide. Sur le Skywalk X, installé à l'extérieur de la tour de Macao, il n'existe aucune paroi de verre. Il n'y a pas non plus de rambarde traditionnelle. La seule protection est l'équipement de sécurité fixé en permanence aux visiteurs. La plateforme contourne la tour à environ 230 mètres au-dessus du sol. D'un côté se trouve l'édifice, de l'autre, seulement l'espace ouvert jusqu'aux rues, très en contrebas. Les participants peuvent en marcher normalement, s'approcher du bord et même pencher leur corps hors de la plateforme, toujours attachés au système de sécurité. C'est justement l'absence de barrière visuelle qui rend cette expérience si différente. Sur un belvédère de verre, le cerveau sait qu'une surface protège celui qui s'y trouve. Sur le Skywalk X, cette sensation disparaît complètement. Rien ne cache la hauteur. C'est exactement ce qui attire des visiteurs du monde entier. Cette structure a été conçue pour être vue. La suivante reste pratiquement invisible. Le tronçon le plus impressionnant de l'ouvrage est caché sous l'océan. Dans la baie de Tokyo, une route disparaît tout simplement sous l'eau. Celui qui y passe imagine difficilement qu'il pénètre dans l'un des plus grands ouvrages d'ingénierie du Japon. La Tokyo Bay Aqua Line relie les villes de Kawasaki et de Kisarazu sur un trajet d'environ 15 km. Sur ce total, environ 9 km et demi traversent un tunnel construit sous le fond de la baie. Le reste emprunte un pont surélevé. Cette solution a été adoptée parce que la baie de Tokyo compte parmi les routes maritimes les plus fréquentées du monde. Un pont sur tout le trajet aurait exigé des piliers gigantesques et de larges travées pour permettre le passage constant des navires. Les ingénieurs ont résolu le problème d'une autre manière. Plutôt que de croiser le trafic maritime par-dessus, ils ont fait passer la route en dessous. À l'intérieur du tunnel, d'énormes systèmes de ventilation renouvellent l'air en permanence. Des pompes travaillent en continu pour contrôler les infiltrations. Des capteurs surveillent toute la structure 24 heures sur 24. Au point où le tunnel rejoint le pont, a été construite une île artificielle connue sous le nom d'Umihotaru, qui fait office d'aire de repos pour les automobilistes, de centre d'entretien et d'éléments de liaison entre les deux parties de la traversée. C'est un ouvrage monumental, mais sa partie la plus impressionnante reste cachée sous la mer. Tandis que l'Aqualine disparaît presque dans le paysage, la construction suivante
a été conçu pour se démarquer au milieu des montagnes. Vue de loin, la cabane du Mont Rose évoque un immense cristal métallique reflétant la lumière des Alpes suisses. L'abri est situé à presque 3000 mètres d'altitude, près du glacier du Gorner. Il n'existe aucune route, ni de raccordement conventionnel au réseau d'énergie ou d'approvisionnement en eau. Chaque composant a dû être transporté par hélicoptère avant le montage. Son apparence futuriste n'a pas été choisie uniquement pour l'esthétique. Les panneaux métalliques aident à contrôler l'incidence solaire. Des panneaux photovoltaïques produisent une grande partie de l'énergie consommée. Des systèmes de captage récupèrent l'eau de pluie. Des équipements de traitement réduisent considérablement l'impact environnemental de l'exploitation. Grâce à cet ensemble de solutions, l'abri parvient à couvrir environ 90% de ses besoins de façon autonome. Dans un environnement aussi extrême, dépendre le moins possible du monde extérieur fait toute la différence. Toutes les grandes œuvres n'ont pas dépendu de la technologie moderne. La suivante prouve qu'il était possible de réaliser des exploits extraordinaires bien avant l'ère des ordinateurs. 2 immenses falaises sont séparées par un canyon de près de 170 mètres de profondeur. Tout en bas, la rivière Tara découpe lentement le paysage. Reliant les 2 rives se trouve le pont de Đurđevića Tara, l'un des ouvrages d'ingénierie les plus impressionnants des Balkans. La structure mesure 365 mètres de long et repose sur 5 grandes arches de béton. La plus grande franchit à elle seule une portée d'environ 116 mètres. Lors de son inauguration en 1940, il était considéré comme le plus grand pont routier en arc de béton d'Europe. Tout cela conçu des décennies avant l'existence des ordinateurs. Les calculs étaient réalisés manuellement. Une grande partie de l'ouvrage dépendait de l'expérience des ingénieurs et de la précision des relevés effectués sur le terrain. Pour construire les immenses arches, des structures provisoires en bois ont été érigées à l'intérieur même du canyon. Ce n'est qu'après l'achèvement de chaque arche que le pont a commencé à supporter son propre poids. Aujourd'hui, véhicules et piétons traversent l'ouvrage quotidiennement. Mais quiconque regarde en bas perçoit rapidement l'ampleur du défi affronté par ses constructeurs. Si ce pont relie 2 côtés d'un canyon, le suivant relie quelque chose d'encore plus improbable, 2 sommets de montagne. Dans le complexe glacier 3000, en Suisse, le Peak Walk by Tissot relie directement 2 cimes alpines. Il mesure 107 mètres de long, soutenu par des câbles d'acier avec une largeur de seulement 80 cm, à peine suffisante pour 2 pieds côte à côte. Le plancher métallique en forme de grille permet d'observer le terrain, des centaines de mètres plus bas pendant toute la traversée. Neige, glace et vent intense font partie du quotidien de cet endroit. C'est pourquoi, avant l'ouverture quotidienne, des équipes techniques vérifient soigneusement les conditions météorologiques. Chaque fois que le climat représente un risque, la traversée reste fermée. Avant son inauguration en 2014, le déplacement entre ces 2 sommets ne pouvait se faire qu'en téléphérique. Aujourd'hui, des milliers de visiteurs préfèrent faire le trajet à pied entre les montagnes. Si ce pont a été construit pour les personnes, le suivant devait supporter quelque chose de bien plus lourd, des trains chargés traversant une vallée chaque jour. Avant la construction du viaduc de Mala Rijeka, un immense défilé interrompait la continuité de la voie ferrée entre Belgrade et Bar. Avec près de 500 mètres de long, le viaduc maintient les rails à environ 200 mètres au-dessus du fond de la vallée. Lors de sa mise en service, en 1973, il est devenu le viaduc ferroviaire le plus haut du monde. Toute la structure repose sur 5 énormes piliers de béton. Le plus grand dépasse 130 mètres de haut. Construire une voie ferrée au-dessus d'une vallée exige bien plus que de simplement franchir la distance. Les automobiles répartissent leur poids de façon relativement uniforme. Un train, en revanche, concentre des centaines de tonnes sur quelques points de la structure, exigeant un alignement extrêmement précis et une rigidité bien plus grande. Aujourd'hui, les trains traversent cette vallée en quelques secondes. Pendant longtemps, cet obstacle semblait impossible à surmonter. Il existe un ouvrage encore plus impressionnant,
Au lieu de traverser une vallée par-dessus, il traverse la mer par-dessous. Tandis que des navires traversent quotidiennement le détroit de Tsugaru, une structure gigantesque reste cachée sous le fond de l'océan, le tunnel Seikan. Avec environ 54 km de long, il relie les îles japonaises de Honshu et de Hokkaido. Plus de 23 km du trajet passent directement sous le lit marin. Au point le plus profond, les rails se trouvent à environ 240 mètres sous le niveau de la mer. Les travaux ont commencé en 1971 et ont mis près de 20 ans à être achevés. Le plus grand défi n'a jamais été la distance, c'était l'eau. Pendant tout le creusement, des infiltrations constantes ont obligé les équipes à pomper de grands volumes d'eau, à renforcer la roche et à installer des systèmes permanents d'étanchéité. Même après l'inauguration, la surveillance n'a jamais cessé. Tout au long du tunnel fonctionnent des systèmes de ventilation, des capteurs, des zones d'urgence et des voies d'évacuation préparées pour toute éventualité. C'est l'une des plus grandes réalisations de l'ingénierie ferroviaire moderne et, en même temps, l'une des moins visibles. Tandis que le Seikan disparaît sous l'océan, la construction suivante semble disparaître dans les nuages. Certains matins, tout ce que les automobilistes parviennent à apercevoir, c'est une étroite bande d'asphalte flottant au-dessus d'une immense mer de nuages. Cette scène se produit fréquemment sur le viaduc de Millau, dans le sud de la France. Quand le brouillard recouvre entièrement la vallée du Tarn, la partie inférieure de la structure disparaît. L'impression est que le pont flotte tout simplement dans le ciel. Soutenu par 7 piliers gigantesques et par un ensemble de hauts bancs, le viaduc atteint une hauteur maximale de 343 mètres. Son point le plus élevé dépasse même la tour Eiffel. Les câbles répartissent en permanence les efforts provoqués par le vent, permettant à la structure de rester stable, même dans des conditions climatiques sévères. Avant sa construction, ce tronçon était connu pour les longs embouteillages enregistrés pendant l'été européen. Aujourd'hui, la traversée ne prend que quelques minutes. Mais, certains jours, y rouler, c'est comme traverser les nuages. Si le viaduc de Millau semble défier la gravité, la construction suivante a passé des siècles à lutter contre elle. Ce sont des milliers de tonnes reposant sur un terrain qui n'a jamais cessé de céder lentement. Nous parlons de la tour de Pise. Avec environ 57 mètres de haut, elle a été construite sur une fondation peu profonde, installée sur un sol composé de sable, d'argile et de limon. Encore pendant la construction du 3e étage, les constructeurs se sont aperçus que quelque chose n'allait pas. L'un des côtés de la fondation s'enfonçait plus que l'autre. L'inclinaison avait déjà commencé. Pour tenter de compenser le problème, les étages suivants ont été construits avec de petites corrections de hauteur. C'est justement pour cela que la tour n'est pas seulement inclinée. Elle présente également une discrète courbure sur toute sa structure. Pendant des siècles, le terrain a continué de céder lentement. L'inclinaison augmentait année après année jusqu'à ce que le risque d'effondrement commence à préoccuper des spécialistes du monde entier. En 1990, le monument a été fermé au public, non pas pour une restauration esthétique, mais pour éviter que la tour ne s'effondre. La solution trouvée par les ingénieurs semblait contradictoire. Plutôt que de simplement renforcer la structure, ils ont décidé de stabiliser le terrain. Des centaines de tonnes de contrepoids ont été installées temporairement du côté opposé à l'inclinaison. Dans le même temps, de petites quantités de sol ont été retirées avec précaution sous la fondation. Le processus a permis à la tour de revenir de quelques centimètres vers la verticale, réduisant considérablement le risque d'effondrement. Aujourd'hui, la tour de Pise continue de défier la gravité, mais, cette fois, de façon contrôlée. Il existe pourtant une construction capable de surpasser même cette histoire. Elle a été érigée il y a plus de 1500 ans, au sommet d'une gigantesque formation rocheuse isolée, un endroit où presque personne n'imaginerait construire une ville entière. Cet endroit, c'est Sigiriya. Au centre du Sri Lanka, un immense rocher s'élève à environ 180 mètres au-dessus de la plaine. Il ne fait partie d'aucune chaîne de montagnes. Il surgit, complètement isolé, dans le paysage. C'est justement sur cet énorme bloc de pierre qu'est apparu,
au 5e siècle, l'une des œuvres les plus extraordinaires du monde antique. Au sommet ont été construits un palais, des murailles, des jardins, des réservoirs et un système hydraulique sophistiqué. Le choix de ce lieu avait une raison stratégique. Selon les archives historiques, le roi Kashyapa a pris le pouvoir de façon violente et avait besoin d'une forteresse capable d'offrir une large vue sur la région et suffisamment de temps pour réagir à toute invasion. Mais l'aspect le plus impressionnant de Sigiriya ne se trouve pas dans ses murailles, il se trouve dans l'eau. Au sommet, il n'existait ni rivière, ni source, encore moins de pompes hydrauliques. Malgré cela, réservoirs, canaux et miroirs d'eau alimentaient tout le complexe. Les ingénieurs de l'époque ont développé un système reposant exclusivement sur la collecte de l'eau de pluie, sur la force de la gravité et sur un nivellement extrêmement précis du terrain. Le plus impressionnant est qu'une partie de ce système fonctionne encore aujourd'hui. Pendant la saison des pluies, certains des anciens jardins hydrauliques recommencent à alimenter leurs fontaines exactement comme ils le faisaient il y a plus de 15 siècles. Atteindre le sommet reste une expérience inoubliable. La montée emprunte des escaliers creusés directement dans la roche et des tronçons modernes installés pour faciliter l'accès. À plusieurs endroits, le chemin longe des parois verticales et des points de vue naturels qui révèlent toute la dimension de cette forteresse. Le roi qui a ordonné sa construction est resté au pouvoir un peu plus d'une décennie. Après sa mort, Sigiriya a cessé d'être une capitale et est devenu un monastère bouddhiste. Curieusement, le système hydraulique a survécu bien plus longtemps que le royaume qu'il a créé. Tout au long de cette vidéo, nous avons voyagé à travers différents continents, cultures et périodes de l'histoire. Nous avons découvert des constructions érigées sur des falaises, des montagnes, des forêts, des grottes, des vallées, des rivières et même sous l'océan. Malgré toutes leurs différences, elles partagent la même origine. Chacune est née de la nécessité de résoudre un problème qui semblait impossible. Dans certains cas, le défi était de vaincre la nature. Dans d'autres, c'était de survivre à des guerres, de franchir des obstacles ou simplement d'atteindre des endroits où personne ne croyait qu'il était possible de construire. C'est peut-être exactement cela qui rend tous ces ouvrages aussi fascinants. Ils n'existent pas seulement parce que quelqu'un a voulu construire. Ils existent parce que quelqu'un a refusé d'accepter que c'était impossible. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Si vous ne pouviez visiter qu'un seul endroit de cette liste, resteriez-vous sur l'escalier vers le néant, en Autriche, ou traverseriez-vous le pont Charles Quonen en Suisse? Écrivez dans les commentaires lequel des deux vous fait le plus peur et pourquoi. Si vous aimez découvrir des lieux extraordinaires, de grands ouvrages d'ingénierie et des histoires peu connues, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. On se retrouve dans la prochaine vidéo.